Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les Tarnais. Origine. Deux noms, l'un patronymique, l'autre géographique, sont attachés aux origines protestantes et tarnaises de la famille Cambon de La Valette. L'exclusion des listes d'état civil frappant les protestants rend difficile la recherche d'une filiation au-delà du XVIIIe siècle. L'édit de tolérance de Louis XVI permit à mon aïeul au 4e degré, Pierre Cambon de La Valette, fils d'un autre Pierre Cambon, de faire inscrire sa famille en 1778 dans les registres de l'église paroissiale Notre-Dame de Gijou-les-Vianes dans l'actuel département du Tarn. Pour la période antérieure, il existe une tradition familiale relative à une famille de Cambon et une étude locale, fondée sur des actes notariés portant sur une lignée Cambon de la Cône. Une tradition familiale. La tradition familiale est matérialisée par une lettre d'un cousin, Alexis Cambon de La Valette, dernier représentant d'une branche aînée actuellement éteinte, adressée à mon grand-père Jules. Les Cambon de La Valette seraient une branche, devenue protestante, d'une famille de Cambon. L'existence d'une famille catholique de Cambon, originaire de Toulouse, est prouvée par des documents authentiques. En 1664, des quittances pour Pierre de Cambon, garde du corps de Monsieur Frère Unique du Roy, duc d'Orléans, pour paiement des gages de la Compagnie des Gardes, porte sa signature. Le 6 août 1669. Dame Gabrielle de Pré, illisible, veuve de Balthazar de Cambon, conseiller au Parlement de Toulouse, assista au contrat de mariage de Jean de Cambon, son fils. On retrouve cette famille tout au long du XVIIIe siècle. Parmi ses membres, François Tristan fut évêque de Mirepoix. Ses armes correspondent bien à la description d'Alexis. Porte de gueule à un lion d'or et un chef cousu de sinople chargé de 3 étoiles d'argent. Plus près de nous, un premier président de Cambon aurait siégé à la cour d'appel de Montpellier au début de ce siècle. D'autres pistes sont possibles. Une ordonnance rendue le 26 novembre 1700 par les commissaires généraux du Conseil, députés sur le fait des armoiries, enregistre à l'armorial de Bordeaux celle de Guillaume Cambon, bourgeois de Bordeaux, d'azur à une rose d'argent. Mais Bordeaux est loin de la Cône, et l'hypothèse de Toulouse est moins hasardeuse bien que non démontrée. Aucun document officiel connu ne prouve actuellement l'exactitude de cette tradition orale. Avis aux chercheurs. Les Cambon de la Cône. En l'absence d'un état civil protestant, il est possible de reconstituer une lignée de Cambon de cette religion, résidant à la Cône. Au début du XVIe siècle, Jean Cambon était apothicaire et son fils Jean, chirurgien, naquit vers 1570 à 75. Pierre, fils de Jean, apothicaire, né vers 1600 à 1610, a eu pour fils Étienne, né vers 1630, chirurgien, père de 8 enfants dont 2 garçons ont épousé des demoiselles à Beauce. Paul, chirurgien, né vers 1679, épouse le 17 février 1711 Marie à Beauce. Son fils Pierre Cambon, 1741 à 1787, hérita de son oncle Pierre à Beauce le domaine de La Valette et se trouve être le premier ancêtre connu avec certitude, puisqu'il est le père de Pierre Cambon de La Valette dont un nom, nous l'avons vu, est apparu sous cette forme à l'état civil de Viane en 1788. Cet héritage, authentifié par document, relativise dans le temps la supposition d'Alexis de La Valette concernant l'acquisition du nom de Cambon par la famille à Beauce, de La Valette. En revanche, les 2 blasons dont il est question dans sa lettre ont bien été arborés dans la famille de Pierre Cambon de La Valette, l'un proche de celui des catholiques de Cambon, étoile et lion, l'autre propre aux protestants Cambon, 2 oliviers rappelant les 2 témoins de l'Apocalypse de Jean et champs de blé non moins porteurs de symboles. Pierre Cambon, sieur de La Valette, 1741-1787. Issu d'une lignée de Cambon protestants de la Cône, Pierre descendait également, par sa mère, de la famille à Beauce. Celle-ci comportait aussi une branche catholique. Une Anne à Beauce de Castres avait épousé le sieur Jacques Ducrot. L'un de ses fils, Pierre, né en 1709, collecteur d'étailles de la Boulbène, avait été consul de Castres. Le second, Jean-Pierre, était chirurgien dans cette ville. Mais une branche protestante avait dû faire souche à Viane, cité proche de la Cône. En 1670, un Bernard à Beauce, marchand de pierres Ségade, faubourg de Viane,
figurait parmi les consuls de Viane témoins de la reconnaissance des franchises et libertés des habitants par Madame Henriette Duras, marquise de Malloz et comtesse de Lacaze, veuve héritière de Messire Louis de Bourbon confère. Viane, souvenir d'une ville ruinée par Philippe Corbière, membre de l'Académie des sciences et lettres de Montpellier, 1882. On retrouve dans cet ouvrage le patronyme de plusieurs familles alliées des Cambon, Cabane, Calmel, Corbière, Bonafé, Bonafou, Rabot, Sabrier, sans parler du sieur Lapoire dont l'histoire sera rapportée plus loin. Tous ces personnages ont eu des fonctions officielles lors des pourparlers entre factions catholiques et protestantes, à la Cône, Viane ou Gijounais, paroisse voisine de Viane. L'existence d'un Pierre Abos, sieur de la Valette, oncle de Pierre Cambon, nous est connue avec certitude par de nombreux documents concernant le renvoi chez ses parents d'une épouse, Suzanne Bonafou, dont le caractère était d'une totale incompatibilité avec le sien. Il n'avait eu qu'un fils mort jeune. Les archives familiales ont conservé un volumineux dossier dû aux épisodes judiciaires de cette séparation, et à son aspect financier. Propriétaire et peut-être créateur du domaine de la Valette, il avait acheté différentes parcelles. En 1695, dans les fiefs de Cacbrin et Costeplane, Amart Isabeau et Marie Rabot, fille de feu Gabriel Rabot, 3 pièces de terrain appelées la Drèche de Vadeille, d'une étendue de réciproquement 6 carterets, 1 carteron, 5 carterets, 1 carteron et 5 carterets. André Calvet, notaire 27 1695. En 1705, également sur la Drèche de Vadeille, à David Valette, 2 pièces de 1 septier de carteret et 1 septier 3 carterets de carteron de Punière, même notaire 24 1705. En 1747, achat d'une terre dénommée la Combette. Il est désigné dans l'acte de mise en possession sous le seul nom de « sieur de la Valette ». Sans héritier direct, il fit donation entre vifs de la Valette à son neveu Pierre Cambon, à l'occasion de la signature du contrat de mariage de celui-ci avec Jeanne Azaïs en 1746. La donation doit avoir plein et entier effet, quand bien même le mariage du dit Cambon, mon neveu, avec la dite Azaïs ne s'accomplirait point. Je fais et institue mon héritier universel et général le dit Pierre Cambon, mon neveu, pour de mon entière hérédité, faire et disposer après mon décès à ses plaisirs et volontés. L'arbre généalogique commun Cambon-Azaïs montre la présence de plusieurs abos à différentes générations des 2 familles, et il n'est pas étonnant que le projet de mariage de Pierre et Jeanne ait été l'occasion déterminant un tel testament, lequel fut ouvert le 21 janvier 1751 par Maître Calvet Cadet. Il y a peu de documents concernant ce premier Pierre Cambon. Il agrandit à son tour la propriété par l'achat d'une nouvelle terre dans le fief de Costeplane en 1763. Le vendeur était Louis Mallier, de la Borie de Mallier, agissant au nom de son épouse Marie Maffre. Maître Dreuil, notaire royal de la Claparède, 3-10-1763. Il est alors désigné sous le seul nom de sieur de la Valette. Mais surtout, il conféra à son domaine un nouveau statut par l'achat des droits seigneuriaux à leur titulaire, messire Daniel de Durand de Bonne de Sénégat, sieur de la Capelle, seigneur de Berla, par devant André Calvet, avocat au Parlement, notaire royal de Viane le 23 mai 1778. En fait, le contrat fut passé au bénéfice de son fils Pierre Cambon, devenu à son tour sieur de la Valette, en qualité de donataire contractuel du sieur Pierre Cambon, habitant du dit la Valette, stipulant et acceptant du droit de champart ou tasque que le dit seigneur a droit de prendre sur le fief appelé de Cacbrin, le fief de Costeplane et diverses terres, Vadeille et la Drèche. C'est ainsi que le nouveau propriétaire, donataire des terres de son père, fut désigné pour la première fois, dans la lettre adressée par le préposé de Jean-Vincent René, administrateur général des domaines et bois du royaume, pour entériner les titres de propriété des héritages tenus en censive du roi, à cause de son domaine de Toulouse, sous le nom de Monsieur Cambon de la Valette. Pierre Cambon de la Valette, 1759 à 1817. Pierre Cambon de la Valette accroît encore la propriété de la Valette par l'achat, au prix de 110 livres, de la terre de Chenneviers, d'une superficie de 1 carteron 1 tiers, à Louis Chabert, Tisserand, 9 septembre 1786, auprès d'Antoine Blavy, notaire royal et apostolique de Berla, diocèse et sénéchaussée de Castres. Surtout, il possède enfin un état civil grâce à l'édit de tolérance de Louis XVI de 1787. La paroisse Notre-Dame de Gijou-les-Vianes enregistre sa famille, le 3 juillet 1788, sous le nom de Cambon de la Valette.
Le 15 février 1759 est né un garçon de Monsieur Cambon de Lavalette et baptisé au désert. Seront également retranscrites au registre des baptêmes, sépultures et mariages de la mairie de Viane, 2 autres naissances probablement ses frères et sœurs. Un enfant, sexe non précisé de Monsieur Lavalette de Cambon, SIC, le 8 janvier 1754. Et une fille du sieur Cambon de Lavalette le 15 janvier 1758. On ne sait rien de ces 2 derniers. En revanche, est enregistrée rétroactivement toute la famille de Pierre. On comparu devant nous, curé de Viane sous-signé, le sieur Pierre Cambon de Lavalette, fils de feu sieur Pierre Cambon et de demoiselle Jeanne Azaïs, marié et habitant qu'en vivait au lieu dit Lavalette d'une part, et de dame Suzanne Marguerite Rabot, fille de Mr Paul Rabot, avocat au Parlement habitant du présent lieu, et de dame Suzanne de Calmel mariée d'autre part, lesquels nous ont représenté Q', ayant ci-devant contracté union conjugale antérieure sans observer les formalités prescrites par les ordonnances, ils désiraient faire devant nous la déclaration de leur dite union conjugale, conformément à l'édit du roi du mois de novembre 1787. Le même acte énumère les 4 enfants nés de ce mariage, daté du 6 octobre 1777, Pierre-Paul, 7 octobre 1780, Jean-Pierre-Paul, 20 mars 1783, Anne-Sophie, 26 juillet 1785, Jeanne-Antoinette, 1er novembre 1787. Naîtront par la suite, Marie-Nancy, 14 janvier 1793 et Anne-Philippine même jour, Benjamin, 9 Thermidor en 2, Jean-Adrien, Pierre-Camille, 8 Ventose en 5, Antoinette Nelly, 1802, Jeanne-Henriette Elisa, même date, Paul-Henri, 1807 et Coralie, soit au total 13 enfants dont 2 mourront jeunes, Jean-Pierre-Paul, 12 Floréal en 2 et Benjamin. Par ailleurs, Adrien sera noté absent de France en 1832 et ne semble plus avoir donné signe de vie. Mystère familial ? Sur le tableau du peintre Valette, exécuté en 1806 et appartenant aujourd'hui à mes cousins marseillais Jane Mary et Jean-Pierre Girbal, figurent outre les parents 6 filles et 4 garçons. Il manque probablement Coralie, pas née, et évidemment Jean-Pierre Paul et Benjamin décédés. En revanche, Adrien y est présent. Des factures de fournisseurs, chapeliers et cordonniers attestent d'ailleurs encore cette présence en 1822 et 1826. Et Henri, qui naîtra en 1807, y figure déjà dans un berceau surmonté d'un aigle, symbole impérial. La famille de Suzanne Rabot, la mère, est connue. Sa mère, Suzanne de Calmel, descendait d'une famille noble de Languedoc, armes d'argent à 3 chameaux arrêtés d'azur, posés 2 et 1 couronne de comte, support, 2 lions d'or. Confère. Armorial toulousain, armorial général 1869. Son grand-père paternel, Jean-Jacques, avocat au Parlement de Toulouse, fils d'Étienne Rabot et de Marthe Gouze, était né à Gijou en 1695. Il avait épousé Jeanne Lapoire qui donna naissance à Paul Rabot, avocat né le 24 février 1723, père de Suzanne. Paul Rabot, avocat, était nommé par l'ordre du tiers-état pour la commune de Gijounais, à la séance du 17 mars 1789 pour dresser le cahier des doléances. Il fut ensuite désigné parmi les 17 commissaires chargés de rédiger en un seul tous les cahiers des villes et communautés du ressort, et enfin au comité permanent de 17 membres pour correspondre avec les députés. Note chronologique page 122. Une mention particulière doit être faite du père de Jeanne Lapoire. Pierre Lapoire, bourgeois de Viane, mon grand-père au 7e degré, peut être considéré comme un héros protestant. Après la révocation de l'édit de Nantes, il était dans sa ville l'âme du mouvement huguenot qui tenait des assemblées à la métairie de Combecaude, terre de Senaux, à la métairie du Bèze, colline de Briolle, dans les bois de Montagnol, à la des Vézaux pour Gijounais ou à Rouquayrans. C'est cette dernière assemblée qui provoqua le drame. 22 dragons arrivés à Pierre-Ségade tuèrent 4 protestants dont un Azaïs et en blessèrent 16. À Combarandesque, on donna la torture à 2 jeunes gens. Les maisons des chefs furent démolies, dont celle de Lapoire qui fut condamné à 100 livres d'amende et se rendit à Montpellier, d'où il écrivit à Monsieur de Châteauneuf pour se plaindre d'avoir été maltraité. Sa lettre ayant été renvoyée par le ministre à l'intendant de Languedoc, Lamoignon de Basseville, il fut arrêté chez lui et renvoyé à Montpellier. Échappant de peu à la corde ou aux galères, il fut enfermé dans la citadelle de Montpellier puis au fort Brescou, sur une île près du cap d'Agde. Devenu prudent, il fut libéré après avoir abjuré en parole.
Mais cela ne l'empêcha pas de revenir à Montpellier plaider en faveur d'un ami, seigneur de Montalivet, qui ne pouvait obtenir son investiture de colonel de la milice à Albi pour motif qu'il était nouveau converti ou protestant. Il mourut peu de temps après d'une chute de cheval. L'aîné de ses garçons appartint à la maison du duc d'Orléans, régent de France, un autre mourut noyé dans la Seine, un troisième militaire tua un adversaire en duel et un quatrième s'établit en Angleterre, confère. Viane ville ruinée. Quant à Jeanne, sa fille, elle épousa Jean-Jacques Rabaud de Gijoux, père de Paul, avocat au Parlement de Toulouse et grand-père de Suzanne, épouse Cambon de la Valette. La famille de Pierre et Suzanne compta donc 11 enfants sur 13 naissances. Elle dut être prospère. Outre l'héritage immobilier La Valette, la dot de Suzanne était de 12 400 francs comprenant la métairie de la Rabaudier, à Gijounais. Le reste du domaine fut lors de la succession, évalué à 120 000 francs, plus un bien du Gard évalué à 40 000 francs. Le tableau de 1806, tableau de composition mais certainement assez près de la réalité vestimentaire, représente une famille aisée de l'époque impériale, un gentilhomme campagnard amateur de chasse, des femmes à la mode et un mobilier relativement rustique malgré l'emphase du lit à baldaquin. Le parquet est fait de larges planches cirées qui existent encore. Un livre de contes de 1660 à 1661 donne une idée de cette économie rurale de l'époque. Vente et achat de bestiaux, surtout de moutons, se traduisent en fin d'année par un solde positif partagé à égalité entre propriétaires et métayers. Total des ventes, 4 242 livres, 16. Total des achats, 3 564 livres, 8. Profit 678 livres, 8. Pour les comptes du ménage, il nous reste quelques dizaines de factures ou comptes des commerçants et artisans de Viane, Lacaune ou Castres. Le vin vient de Montpellier, vin et denrées du Midi. Louis Serran fils, Faubourg de Latte. La propriété doit fournir l'essentiel de l'alimentation, légumes, viande, l'épicier procurant l'huile d'olive, le Cantal, l'armagnac, le café mais aussi les chandelles, par quantité de 3 livres et le tabac. Ces dames ont dû faire beaucoup de couture car nombreuses sont les notes de passementerie. Toile de Voiron, basin gaufré, lustrine noire, drap bleu de roi, sergette percale, indienne, mousseline, flanelle de santé, boutons, rubans, etc. On trouve enfin le ferrage qui nous rappelle que seul le pas des chevaux rythmait les déplacements d'alors. Une note de chapeau, Chapellerie de Lacaune 1815 à 1822, nous prouve que M. Adrien était encore présent à ces dates puisqu'il est le bénéficiaire de ce couvre-chef ainsi que son frère M. Camille, ancêtre de la lignée actuelle. La Révolution, l'Empire et la Restauration ont constitué le cadre de cette vie familiale, sans trop de difficultés semble-t-il. On raconte dans la famille qu'une bande d'excités avait un jour fait irruption à La Valette, comme ce fut le cas dans beaucoup de châteaux de France. La solide Suzanne les reçut en leur offrant à boire et ils repartirent en criant « Vive la citoyenne Cambon !» Il semble que Pierre-Paul, qui avait 20 ans en 1800, ait échappé aux guerres napoléoniennes. Pierre devint maire de Viane, un reçu de 17 francs signé par M. de Senot soldant la livraison d'une jument à Viane pour le gouvernement, du 20 mai 1813, lui donne ce titre. Un DEA récent, Nathalie Roubaud-Bascoul, les protestants de l'église consistoriale Lacaune-Viane de 1685 à 1802, Montpellier UPV 1995, nous apprend qu'il fit partie des 12 membres du consistoire organisé par la loi sur les cultes de 1802 regroupant Lacaune, Viane, Lacazes et leurs annexes, Gijounais, Escroux et Roquefort. Parmi ses collègues, on note le nom de son cousin le capitaine Antoine-David Cambon, ainsi que des patronymes connus parmi ses gendres, Cabane, Bruniquel, Montcamp. Il y a tout lieu de penser que Pierre Cambon de la Valette se classe parmi ces notables au solide bon sens qui surent éviter à leurs concitoyens, par leur autorité morale et leurs opinions modérées, les aspects les plus tragiques d'une époque qui en fut hélas prodigue. On peut retrouver dans ses archives, aussi bien la déclaration du préfet Sainte-Suzanne, baron d'Empire, rétablissant au retour de l'île d'Elbe, le 22 avril 1815, l'autorité de l'empereur, que les documents électoraux de la Restauration exaltant la royauté, discours du 4 octobre 1816 du marquis d'Aragon, président du collège électoral du département du Tarn. Parmi les voisins de La Valette, il y avait les cousins Rabaud. Le plus jeune frère de Paul Rabaud, Philippe, époux de Madeleine Nérac, avait fait construire une maison à la Galinier toute proche.
Leurs 5 enfants, cousins germains de Suzanne, ont dû y résider. Dans mon enfance, la promenade de la Galinier était rituelle. On y rendait visite aux demoiselles Corbière. La Rabaudier, demeure des Rabaud, se trouve entre la Valette et Viane. Enfin Senot, dont Charles de Goudon, époux de Coralie, fut le maire pendant 33 ans, est à 4 km. Les descendants. Les descendants des 11 enfants de Pierre sont probablement nombreux. Mais nous suivrons plus précisément la lignée de Pierre-Camille, ancêtre de tous les Cambon de Lavalette actuellement en vie. Pierre-Camille Cambon de Lavalette, 1797 à 1861. L'aîné de Pierre, Pierre-Paul, devait épouser en 1817 Marguerite de Millat de Cabarieux, de Montauban. Leur fils, Jean-Antoine Alexis, épousa Hortense de Millat, mais cette branche aînée s'éteignit avec leur fils Henri, époux de Marie de Trenel, mort sans enfant en 1930, au château de la Grimonnière près de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Le mari d'Anna, sœur d'Alexis, Charles-Vincent Kichlowski, médecin et homme politique, fut un notable de Castres, les Tarnais, Dictionnaire biographique, Fédération des sociétés intellectuelles du Tarn et note chronologique page 179. Médecin en chef de l'hôpital, 3 fois conseiller municipal, il fut élu vénérable de la loge maçonnique. Anne-Sophie avait épousé en 1805 Jacob-François Cabane de la Cône, mais leur descendance prit fin avec leur petit-fils Maurice, mort à 24 ans à la faculté de théologie. Jeanne-Antoinette allait épouser en 1807 Marc Bruniquel-Montcamp. Leur fils Marc était maire de Viane en 1882, confère ci-dessous vente d'une terre de Lavalette par Élisabeth Maffre. Leur arrière-petit-fils, Jules Montcamp, représente ma génération, mais il est perdu de vue. Marie Nancy épousa en 1818 Victor-Frédéric Aimé Dardier, pasteur à Mazamet. Leur fils Charles fut pasteur à Nîmes et eut une fille Emma, épouse Picheral. La famille nîmoise Picheral-Dardier représente cette branche de la famille. Anne-Philippine, épouse Bosc-Lacombe, ne laisse aucune trace familiale. Des 3 enfants nés après Pierre-Camille, Antoinette Nelly est la plus connue. Mariée en 1820 à Auguste Fosse, elle hérita de ses parents le château de Lavalette et vécut jusqu'en 1887. Confère ci-dessous le rachat de Lavalette par mon grand-père Jules et les séjours de mon père chez tante Nelly. Elle eut 2 enfants. Jules et Émile, de descendance inconnue. Vient ensuite Jeanne-Henriette Élisa, épouse Simon-François Azaïs. Leur descendance, médecin, officier, industriel, magistrat, est perdue de vue à notre génération, famille Azaïs, Garnier. Paul-Henri devint notaire à l'Abbé Saunier, Tarn. Sa descendance, famille Boniface, Guiton, Drouin, Drac, Dobelman, compte un pasteur, un pharmacien, un professeur en Sorbonne, un médecin et un clerc de notaire. Elle est actuellement représentée par le capitaine de vaisseau Pierre Drouin, combattant de la France libre, et ses 2 sœurs, mesdames Claude Berton de Marseille et Jean Beau, veuve, habitant Bordeaux. Enfin Coralie épousa le chevalier Louis-Charles de Goudon de Senot qui fut 33 ans maire de Senot, localité proche de Lavalette. Il fut aussi, pour la Cône et Basse-Montagne, commissaire nommé par l'ordre de la noblesse pour dresser le cahier des doléances à présenter aux États généraux, note chronologique page 117. C'est de Senot que proviennent les pierres d'une cheminée monumentale, dont on reparlera à propos de la petite Bastide. Cette branche s'est éteinte, mais de précieux renseignements m'ont été fournis par M. Jean-Jacques de Cabrol, haut magistrat retraité à Agen, apparenté au Goudon de Senot, à qui la dernière représentante, Jeanne-Louise, décédée en 1944, a demandé d'accoler ses armes à celles des Goudons, mais aussi aux familles Rabaud et de Carriès. 9e enfant de Pierre et Suzanne, né le 8 Ventose en 5 à Castres où ses parents sont alors domiciliés rue de l'Albinque, mon arrière-grand-père Pierre-Camille Cambon-Lavalette. La Convention lui a confisqué la particule et le petit garçon qui tient la cage aux oiseaux sur le tableau de 1806. Il est déclaré résident à Gijou, probablement à la Rabaudière, héritage de sa mère, en 1817, lors du mariage de son frère aîné dont il fut le témoin. Marié tard, en 1835 il avait 38 ans, il est alors résident à Lavalette. C'est probablement lui qui est désigné sous le nom de Lavalette, avocat, parmi les officiers municipaux de Castres de 1850 à 1860, note chronologique page 179. Son épouse,
Antoinette Laure Élisa Claire de Laguerre appartient à l'une des plus anciennes familles de Languedoc. Née à Mavès, Tarn le 15 Thermidor en 13, elle est la fille de Jacques-Marc-Antoine et d'Antoinette Sophie de Candomerc et la petite-fille de François de Laguerre seigneur de Mavès et de Julie de Terson de Paleville. Son ancêtre François de Laguerre seigneur de Mavès était au XVIIe siècle brigadier des armées du Roy, ancien lieutenant-colonel du régiment d'Auvergne. Cette famille est très connue à Castres. En 1617, Pierre de Laguerre, juge royal et ordinaire, avait réglé, par une ordonnance remarquable, note chronologique page 65, plusieurs points de nature à réprimer les abus. L'oncle de Claire, Jean-Jacques Joseph, fut inscrit en 1768 sur la liste des notables devant assurer l'administration de la commune, maire, consul et assesseur, ibidem page 103. Enfin, on note parmi les représentants de l'ordre de la noblesse lors de la séance du 21 mars 1789, M. de Laguerre de la Trinque pour lui-même et comme fondé de M. de Laguerre de Périns, aux côtés d'autres noms connus de nous, M. le comte de Noir de Cambon et M. de Calmel de Basse-Vergne, ibidem page 115. Claire apporte en dot 60 000 francs plus 6 000 francs de son oncle de Candomerc, dont 30 000 francs exigibles après la mort de son père veuf. Le ménage habita Malzac qui, avec Mavès, était l'un des deux châteaux du fief familial. Malheureusement, la liquidation de l'héritage de Marc-Antoine ne se fit pas sans difficulté lors de son décès. Puis l'héritage de la mère, qui avait été différé jusqu'à la mort du père, posa problème. Claire revendiquait à bon droit un tiers. Elle avait un frère et une sœur, alors que, par erreur, il ne lui fut attribué qu'un quart de l'ensemble car son frère aîné Alexandre-Auguste avait lors de son mariage reçu donation de la moitié des biens. Malgré tout, le lot de Claire comprenait le domaine de Malzac, de 64 hectares. Une terre de 85 ar 80 centiares sur la commune de Say. Une terre de 2 hectares 34 ar à la Cigoune, commune de la Bruguière. Un quart des meubles et effets mobiliers, estimés à 500 francs. Elle doit une soulte de 17 242 francs et 16 805 francs 52 centimes pour sa participation aux dettes. Le total de 34 047,52 francs est payé par M. Cambon, administrateur des biens de son épouse. Suivent des dispositions concernant les récoltes pendantes et les droits d'Alexandre-Auguste sur le règlement d'une carrière et le partage des eaux d'irrigation. Après quelques péripéties familiales, le fond de l'affaire du partage sera réglé sur instance judiciaire introduite en 1858 par Élisa Clary, ou Claire, à qui est reconnu le droit d'hériter du tiers des biens de sa mère initialement confondus avec ceux de son père. En effet, celui-ci était bénéficiaire, par acte de mariage, d'un simple droit de survie et non de la totalité de l'héritage. Alexandre-Auguste et Élisa Clary avaient une jeune sœur, Amélie. Celle-ci décédera à Castres le 6 avril 1873, Auguste à Nice le 5 avril 1881. Tous deux avaient survécu à leur sœur et à leur beau-frère, qui avaient quitté ce monde à Mavès, en 1861. Auguste laissait une veuve, née elle aussi de Laguerre et 3 enfants, dont 2 fils, Gabriel et Fernand. J'ignore la descendance actuelle. Malgré le froid qui a dû régner dans la famille, les enfants d'Élisa Clary et de Pierre Camille, mon grand-père Jules Cambon de La Valette et sa sœur Madame Girbal, figurent sur les faire-part de 1873 et de 1881. Les familles avaient donc surmonté leurs querelles. Symbole de cette union, les tombes de Pierre Camille, Élisa Clary et Amélie sont contiguës dans la concession perpétuelle du cimetière protestant de Castres, comme le montre un croquis laissé dans les archives de leur fils et neveu, Jules. Pierre-Alexandre Jules Cambon de La Valette. Né le 22 novembre 1835, à Castres, quartier de la Porte-Neuve, où résidaient ses parents lorsqu'il n'était pas à Mavès, Jules eut bientôt en 1836 une sœur, Antoinette Camillana. Il fit ses études au lycée de Castres, puis à la faculté de Toulouse où il obtint son doctorat en droit. Un pastel le montre en uniforme de collégien de l'époque. Un autre pastel de la même facture représente sa sœur, et a dû être remis à la famille Girbal. Tous deux perdirent très tôt, en une seule année, 1861, leur père et leur mère. Jules, jeune avocat au barreau de Castres, devint ainsi brusquement chef de famille à 25 ans. Anna se maria 2 ans plus tard, en 1863, avec un docteur en médecine, professeur agrégé à la faculté de Montpellier, membre en 1878 de l'Académie des sciences et lettres de Montpellier,
Pierre-Auguste Anthelme Girbal, né à Saint-Affrique le 4 mars 1827, mort à Montpellier le 20 janvier 1881. Le médecin général Louis Dulieu, de l'Académie des sciences et lettres de Montpellier, lui a consacré quelques pages dans son important ouvrage sur la médecine à Montpellier. Les Presses universelles, 1890 pages 215 et 800 à 802. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, et s'est particulièrement occupé des blessés de Crimée hospitalisés à la Citadelle et de ceux de 1870. Compte-rendu général de la commission médicale des ambulances de l'Hérault, 1870 à 1871. Beum et Fils, imprimeur de l'Académie de Montpellier, 1871. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.